Dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail comment est-ce que j'ai créé l'équipe parfaite. À l'heure actuelle, mon business génère 3 millions d'euros par an. Je suis sûre qu'il va dépasser les 10 millions d'euros par an en 2026 et absolument rien de tout ça ne serait possible si j'avais pas créé l'équipe incroyable qui m'accompagne aujourd'hui et pour la plupart depuis plusieurs années. Donc au programme de cette vidéo, je vais vous montrer concrètement qui travaille pour moi, combien il y a de personnes, qui fait quoi, comment bien déléguer, comment bien recruter et comment bien manager. Parce que c'est vraiment 3 trucs qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il faut savoir déléguer, il faut savoir trouver les bonnes personnes et ensuite il faut savoir gérer ces personnes-là et les faire monter en compétences et les transformer en vraies machines de guerre. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait parce que je fais une vidéo YouTube par semaine sur les coulisses de mon business qui fait plusieurs millions d'euros par an. Donc abonne-toi pour rien rater. Et c'est parti. Sans transition, je vais commencer par te montrer qui travaille pour moi. Donc on est de retour dans mon organigramme, dans BTB. Par quoi est-ce qu'on commence? Donc là vous voyez, déjà on est combien? Nous sommes 33, mine de rien. C'est beaucoup mais c'est ok parce que c'est bien organisé. Donc déjà en tête de liste nous avons moi. Voilà, Margot Cunego, founder et CEO. Juste en dessous de moi, nous avons Méline et son bras droit Estelle. Donc en fait, Méline c'est mon bras droit et Estelle c'est le bras droit de Méline qui l'accompagne sur le développement de mon entreprise. Donc Méline c'est ce qu'on appelle une COO. Donc, qu'est-ce qu'on appelle COO? Vous allez voir, tous les noms sont en anglais. C'est très Méline de faire des noms en anglais. Moi, je vais vous vulgariser chaque poste. Méline, en gros, c'est elle qui va gérer toute l'équipe. Donc en fait, comme vous voyez là, l'équipe, elle est séparée en pôles. Donc là, on a le pôle technique, le pôle marketing. Donc il faut savoir que toutes ces personnes du pôle technique sont aussi dans le pôle marketing. Mais donc le pôle technique qui est géré par Méline, le pôle marketing par Clariane, le pôle vente par moi, en vrai parce que c'est pas vraiment des vendeuses, vous allez comprendre. Le pôle communication par Alison et le pôle expérience client qui est géré par Alana. Et le pôle gestion, donc c'est ma mère. Voilà. Donc là, vous avez chaque pôle bien distinct et en fait, Méline, elle est chargée de gérer toutes ces personnes-là, de s'assurer que chaque chef d'équipe, en gros, gère très bien son pôle, de faire la gestion de projet, de dire qui doit faire quoi, de vérifier les deadlines, de vérifier que tout va bien, de recruter des gens au besoin, de virer des gens au besoin. C'est elle qui fait aussi la partie un peu RH. C'est aussi un grand soutien émotionnel. On n'en parle pas assez, mais voilà, c'est vraiment mon double. C'est mon duo depuis 3 ans maintenant. J'ai commencé à la recruter pour être un peu mon assistante plus et m'aider sur la conversion et l'acquisition. Et en fait, finalement, c'est devenu la boss de mon business, quoi. Donc, Méline, elle est là. Ensuite, on a chaque pôle, donc comme je vous ai dit, le pôle marketing et le pôle technique, ils se rejoignent en fait. Clariane, c'est elle qui est média buyeuse et qui est aussi chef, qui gère en fait la stratégie de growth, donc en gros la croissance de mon business, toute la partie acquisition en fait. Et du coup, elle a le pôle technique un petit peu sous ses ordres, pas du tout. Sachez que je n'ai pas du tout une entreprise avec de la hiérarchie, évidemment qu'il y a une hiérarchie, mais genre, il n'y a pas de un tel donne des ordres à un tel, c'est très collaboratif comme ambiance, nous en reparlerez plus tard. Et donc, Clariane qui gère avec Méline le pôle technique / marketing. Donc là, on a web designer, on a automatisation, on a Lionel pour la partie IA, Lucien, copywriter, Marwan, emailing automation, Maury, expert Discord, Noah, mon frère, qui travaille sur la partie technique aussi. On a le pôle vente. Donc en fait, le pôle vente, ces femmes-là, c'est des ambassadrices. Donc en fait, c'est pas des closeuses commerciales, c'est en fait pendant la stratégie d'acquisition qu'on met en place, qui est les BTB Days, donc des événements gratuits durant lesquels on accompagne quelques centaines de femmes à lancer un projet. En gros, c'est elles qui vont accompagner les femmes avec moi et qui à la fin vont répondre aux questions de celles qui hésitent à rejoindre Boost Ton Biz. Donc en fait, c'est des ambassadrices de Boost Ton Biz. Elles vont m'aider à accompagner les femmes lors des événements gratuits et ça va être un peu leurs référentes. Elles vont les aider à faire les exercices, à avancer, à travailler. Et à la fin des BTB Days, celles qui ont envie de rejoindre Boost Ton Biz, elles pourront discuter avec l'une d'entre elles pour qu'elles répondent à leurs questions, etc. Donc là, t'as le pôle communication. Donc il manque Chloé, ma meilleure pote, qui a rejoint il y a pas si longtemps que ça et qui est sur toute la partie Instagram. C'est tout, je crois. Ouais. Donc on a Margot sur le web design, on a Clara sur le montage des réels Instagram, on a Ange sur le montage des vidéos longues YouTube et des podcasts avec mon mec, on a Nolwenn sur les montages un peu plus élaborés, poussés, les vlogs un peu plus longs, et on a Chloé qui gère mon contenu sur Instagram, qui m'aide à le mettre en forme, etc. Et ensuite, donc là, il en manque aussi, il y a des coachs, il y a des nouvelles coachs, il en manque pas mal. Mais là, en gros, c'est le pôle expérience client, donc c'est géré par Alana, qui est notre alternante, qui est multifonction, mais dont la fonction principale, c'est de gérer le customer care, avec Mélodie qui nous accompagne sur les événements, Sephora qui est la coach business et la référente des coachs, qui s'occupe un peu de la gestion de son équipe de coach, qui est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est là. Là, on a Emma et Joy qui sont les coachs gestion de carrière, donc qui sont celles qui accompagnent nos clientes à trouver leur idée de business. On a mon père qui est le coach mindset de toutes mes clientes, donc elles ont des coachings one-one avec lui et il intervient 2 fois par mois en live pour parler mindset. Stéphanie qui est sur le côté communication, et ensuite on a les coachs business, donc on a Pauline, on a Aline, on a Johanna, on a recruté plus entre temps, mais elles sont pas toutes sur ce document, désolé mesdames, il est pas totalement à jour. Et ensuite il y a ma mère qui gère sa propre partie, gestion, administration,
administratif, juridique, légalité, avocat, tout ça, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est comment est structurée mon équipe. Et en fait, la clé, ça a été de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc d'avoir les bons chefs de pôle, d'avoir les bonnes personnes à la bonne place. Cette équipe-là, elle est extraordinaire et sans elle, je ne pourrais absolument rien faire. C'est à un tel niveau où en fait, les BTB Days que j'organise tous les mois, mais en fait, je ne fais rien si ce n'est les lives et être présente dans la communauté WhatsApp. Tout est fait, tout est automatisé, tout est géré et surtout, d'un BTB Days à l'autre, tout le monde a à cœur de s'améliorer, tout le monde a à cœur de faire mieux, tout le monde a à cœur d'optimiser, d'essayer d'aller un cran au-dessus, d'optimiser un petit peu plus, d'avoir un résultat un petit peu supérieur. Et c'est des personnes qui sont autant engagées que moi dans la réussite de mon entreprise, donc c'est magnifique quoi. Et donc on va voir ensemble comment est-ce que j'en suis arrivée à créer cette équipe-là et comment tu vas pouvoir toi commencer à créer ton équipe ou à mieux la manager, mieux la gérer selon le niveau dans lequel tu es dans ton business. Donc pour moi, pour arriver à une équipe ultra performante qui peut bosser sans toi et qui amène ton business beaucoup plus loin que toi, il y a 3 étapes qu'il faut absolument bien remplir. Premièrement, c'est de savoir bien déléguer. Deuxièmement, c'est de savoir bien recruter. Et troisièmement, c'est de savoir bien manager. Donc, c'est des choses qui sont complètement différentes. Déjà, pour l'étape 1, savoir bien déléguer, déjà, il faut se mettre dans un certain état d'esprit. Quand t'es à un niveau où t'as 3, 4, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois même, et que tu veux commencer à déléguer, en fait, la plupart des entrepreneurs, ils sont contrôle fric. Et ils se disent, ok, ouais, je délègue, mais je sais pas quoi déléguer, et je suis pas sûre que ça va être bien fait, et j'ai pas envie de passer du temps à former quelqu'un alors que je pourrais le faire moi-même. Ça sert à quoi que je délègue alors que je peux le faire moi et garder tout l'argent pour moi? Ça, c'est un mindset de pauvre, clairement. Désolé, mais si t'es sur cette chaîne-là, c'est que tu fais partie des entrepreneurs qui ont envie de faire des centaines de milliers d'euros. Donc, tu ne peux pas penser comme ça. Tu ne seras jamais millionnaire si tu es tout seul. Tu n'auras jamais une explosion de croissance si tu es tout seul. C'est impossible. Tu dois absolument déléguer. Et donc, pour déléguer, d'abord, il faut être dans le bon mindset et il faut te rappeler que tu n'es pas indispensable. Et que ce que toi, tu fais, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire bien mieux que toi. En fait, je pense que quand on a un stade où on peut commencer à déléguer, on a dû apprendre à être bon à peu près partout. On a dû apprendre à faire un peu de compta, à faire un peu de contenu, à faire un peu de vente, à faire un peu d'expérience client, à faire un peu de technique. Enfin, on fait un petit peu de tout. Et pour moi, en fait, bien déléguer, c'est savoir précisément quelles sont les 2 choses dans lesquelles tu es excellent et de garder ces choses-là. Et ensuite, quels sont ces aspects-là dans lesquels tu es le moins bon et que tu as le plus envie de déléguer. Si à l'heure actuelle, ton niveau, c'est je travaille trop, j'arrive pas à déléguer, je peux pas encore commencer, je sais pas qui trouver comme profil, etc. Premièrement, pose-toi et demande-toi, ok, dans quoi est-ce que je suis le moins bon? Qu'est-ce qui apporte le moins de résultats? Et qu'est-ce qui me fait le plus chier? Et concrètement, c'est là que tu dois déléguer en premier. Moi, le premier truc que j'ai délégué, c'était mes factures, ma compta, mon administratif, tout ça. Et la deuxième chose, ça a été l'expérience client. Alors non pas parce que ça me faisait chier, parce que j'étais nulle, parce que j'avais envie de mettre toute mon énergie dans l'expérience client et j'avais envie que mes clientes, dès le début, elles soient ultra bien accompagnées. Dès que j'ai eu 30 clientes dans Boost Ton Biz, j'ai fait appel à Mélodie, qui travaille encore un petit peu avec moi, avec laquelle on a construit tout Boost Ton Biz, toute l'expérience client. Mais en fait, je pense que pour bien déléguer, il faut le faire petit à petit. Et à chaque fois, il faut se demander, ok, là j'en suis là, passe tant de temps à faire ça. Ça, je kiffe, ça apporte plein de résultats. Ça, j'aime pas ouf, mais ça apporte beaucoup de résultats. Ça, j'aime pas trop. Ça, je déteste. Et en plus, ça sert à rien, ça apporte pas de résultats. Autant le faire par quelqu'un d'autre. Et en fait, tu choisis comme ça ce que t'as envie de déléguer. Et moi, en fait, j'ai commencé comme ça. Là, vous avez vu, il y a 33 personnes, je crois. Même plus, parce qu'il y a pas tout le monde. Mais j'ai commencé par déléguer à une personne, puis à une deuxième, puis à une troisième, puis à une quatrième. Puis j'ai pris quelqu'un pour gérer les 4 personnes que j'ai recrutées. Puis j'ai pris quelqu'un d'autre. Et c'est venu petit à petit. Donc en fait, ça sert à rien de vouloir déléguer à 1000 personnes. Pose-toi. Prends le temps et demande-toi, ok, qu'est-ce que je délègue en premier? Et j'ai noté des petites erreurs à absolument pas faire, que j'ai toutes fait sans aucune exception, et que j'ai envie de t'éviter de faire aussi. Première erreur à ne pas faire, c'est de déléguer ta zone de génie. Et ou déléguer ce qui apporte le plus de résultats. Moi, par exemple, les plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma carrière en termes de délégation, ça a été de déléguer le contenu, genre les idées, les scripts, tout ça, et déléguer l'acquisition. Donc, de laisser d'autres personnes gérer les ventes, enfin, l'acquisition de clients. En fait, c'est 2 choses dans lesquelles je suis douée déjà, de base, le contenu et l'acquisition. Et surtout, c'est les choses qui apportent le plus de résultats à mon business. Et en fait, quand j'ai délégué le contenu, mon engagement, il a chuté, mes vues, elles ont chuté, mes stats, elles ont chuté parce que ce n'était plus moi. Et le contenu, il doit émaner de moi. Et pareil, l'acquisition, en fait, moi, je sais que ce qui me fait vendre, c'est moi, mon énergie et mes lives. Et en fait, à chaque fois que j'ai voulu déléguer à des agences ou à des scale partners ou des gens qui prenaient en charge en gros mon acquisition, et ça a foiré parce que c'était plus aligné avec ce que je faisais. Alors, je dis pas qu'il faut pas déléguer le contenu et qu'il faut pas déléguer l'acquisition, parce que moi, j'ai un pote entrepreneur, il fait genre 500 000 euros par mois et c'est son associé qui gère son acquisition. Et ça se passe très bien. Mais parce que c'était pas lui de base forcément sa zone de génie. Moi, je sais que créer du contenu émotionnel, créer une vraie connexion avec mon audience et faire des lives pour vendre,
c'est ce que je sais faire de mieux, c'est ce que j'aime le plus faire et c'est ce qui apporte le plus de résultats à mon business. Et donc en fait, à chaque fois que je les ai délégués, ça a entraîné une chute dans mon business. Donc ça veut pas dire que toi tu dois pas déléguer la même chose que moi, c'est juste que tu dois te dire OK, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui apporte du résultat, je le garde et je commence à déléguer le reste. Et deuxième erreur, c'est de déléguer dans l'urgence et sans process. Genre juste parce que t'es arrivé à un stade où t'es sous l'eau, t'as plus de temps pour toi, t'as plus le temps pour rien, tu vas dans tous les sens, tu cours partout et tu te dis oh là là, il faut que je délègue, tiens toi, viens là, hop, allez fais ça. Moi c'est ce que j'ai fait pendant tellement de temps, ça m'a coûté tellement d'argent, ça m'a coûté tellement de temps et tellement d'énergie de faire comme ça que je sais que c'est une erreur fondamentale. Déjà, quand tu recrutes alors que t'as plus le temps de recruter, c'est que t'es déjà allé un petit peu trop loin dans le process. Et en fait, mieux vaut recruter avant d'être sous l'eau. Et si jamais quand même tu dois recruter parce que t'es sous l'eau, et ben prends le temps. Tu serres les fesses, t'attends, tu prends le temps de trouver la bonne personne, de bien la choisir, de bien la former parce que sinon tu vas aller droit dans le mur. Et j'en viens à la deuxième étape du coup qui est comment bien recruter. Parce que c'est une chose de dire ok bah voilà il faut que je délègue ça c'est ma zone de génie, ça c'est ce que j'aime faire qui apporte des résultats, ça j'aime moins donc je vais déléguer ça, je vais mettre ça de côté. Ok, Margot elle a dit aussi qu'il faut pas le faire dans l'urgence, il faut pas le faire sans process comme ça vite fait. Donc concrètement comment est-ce qu'on fait pour trouver les bonnes personnes et comment est-ce qu'on fait pour bien recruter et avoir les bons profils au bon endroit. L'erreur principale, encore une fois, que j'ai faite, et donc c'est marrant parce que je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans la délégation, dans le recrutement. C'est ce qui amène le plus de boîtes à couler, clairement. Je sais de quoi je parle. La plus grosse erreur, c'est ok, j'ai besoin de telle personne, j'ai une pote qui fait ça, ou j'ai une connaissance qui fait ça, je tape sur Instagram, je vois elle qui fait ça, hop, je la prends. C'est pour moi la plus grande erreur. En fait, il y a un truc que j'ai compris, pour bien recruter, il faut avoir le choix. Il faut avoir le choix de plein de profils, plein de candidats, de les tester et de choisir en fonction de ça. En fait, quand tu veux déléguer quelque chose, tu veux trouver quelqu'un qui est 10 sur 10 à une tâche où toi, t'es genre 5 sur 10. Et pour avoir un 10 sur 10, il faudrait que tu aies beaucoup de chance pour que la première personne que tu prends comme ça soit celle qui est à 10 sur 10 et qui fit parfaitement avec tes besoins. Donc ça, moi, je l'ai appris à mes dépens, après avoir recruté plein de fois mes potes, plein de fois au pif, comme ça, parce que j'étais dans le rush. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'avoir un nombre conséquent de candidatures et de pouvoir choisir ensuite avec des critères qui sont factuels. Donc, moi, ce que je fais et ce que je te conseille de faire, c'est que quand tu veux recruter, tu as un process. Genre moi par exemple pour recruter des coachs, je vais pas aller sur Instagram taper coach business et je demande à un tel si elle est intéressée. J'ai un process, tu candidates, t'as un formulaire à remplir, nous on trie les candidatures, on garde celles qu'on aime et ensuite on met à l'épreuve celles qu'on aime et on leur fait passer un test. Donc par exemple, pour les coachs, on leur fait passer un test pour voir si si telle cliente a tel problème, tu lui réponds quoi. Si telle cliente a ce souci-là, qu'est-ce que tu lui crées comme exercice. Voilà, si par exemple je veux recruter une monteuse, je vais lui demander fais-moi un exemple de tel montage. Là, j'ai recruté dernièrement une graphiste, en gros, je vais demander à plusieurs d'entre elles de me faire une proposition. Je dis pas qu'il faut faire un test qui est super long parce que là on va me tomber dessus en mode tu fais travailler les gens sans les payer. On parle pas d'un test qui dure 8 heures. On parle d'une ébauche de quelque chose, d'un petit montage d'une minute, d'une réponse à un exercice. Et en fait, moi, je pars du principe que, si t'es pas prêt à faire le test là, je veux même pas toi dans mon équipe. Mais du coup, moi, j'ai un process. Et du coup, moi, aujourd'hui, quand je veux recruter quelqu'un, c'est pas juste parce que j'ai le feeling, sauf cas exceptionnel où je sais que la personne elle a travaillé pour quelqu'un que je connais, qu'elle a eu beaucoup de recommandations, mais quoi qu'il arrive je vais la tester quand même. Mais la plupart du temps j'ai beaucoup de candidatures et à la fin je choisis. Donc si tu veux recruter, tu mets ton post en story, tu vas sur des groupes Facebook, tu postes ta fiche de poste et ton formulaire de candidature, tu peux le faire sur LinkedIn, tu peux le mettre dans des groupes, tu peux faire de la pub même, il y a plein de gens qui font de la pub, qui mettent quelques euros par-ci par-là pour avoir plein de formulaires à travers la pub. Tu vas sur 5euros.com, tu vas sur des sites, bref, en fait tu fais en sorte d'avoir tout un spectre de personnes et de pouvoir les choisir selon un test précis. Et le test, il doit te permettre de révéler si la personne elle est compétente ou pas. Parce que moi, il y a un truc que j'ai fait aussi, une erreur, c'est de recruter au feeling. Je dis pas que le feeling, il est pas important. Je pense que quoi qu'il arrive, l'intuition, ça joue. Et est-ce que tu sens la personne, est-ce que tu sens l'énergie, est-ce que tu sens la vibe, c'est important. Mais ça doit pas être supérieur à la compétence pure et dure. En gros, moi, comment je fonctionne maintenant, c'est est-ce que la personne est compétente, oui ou non. Si elle est compétente, est-ce que ça match avec mon énergie, oui ou non. C'est pas, elle sent qu'il y a une vibe, vas-y je la prends et puis finalement elle est pas du tout compétente. Premièrement, est-ce qu'elle est compétente? Si oui, est-ce qu'elle match? Si oui, let's go. Et donc, il y a plein de critères pour choisir. J'en ai noté quelques-uns sur lesquels je m'appuie moi beaucoup. C'est donc la compétence. Comment est-ce qu'on voit la compétence? Par le test, faire un bon test. La qualité d'exécution et la vitesse. Pareil, avec un test, tu peux voir si la personne, elle prend une semaine à le faire ou si elle le fait en 2 secondes. Est-ce qu'on est aligné sur les standards? Est-ce que la personne, elle est autonome? Pareil, le test, ça te permet de voir si elle te pose 25 000 questions. Tu te dis, ok,
peut-être flemme, la capacité à apprendre vite, la communication qui est fluide, la réactivité, est-ce que l'énergie elle est compatible, est-ce qu'il y a un sens du détail, et quelles sont ses motivations, et pourquoi est-ce qu'elle a candidaté. Et pour moi, en fait, le test, il fait quasiment tout, en fait. Et si le test est concluant, entretien, et dans ce cas-là, let's go. Et même pour n'importe quel poste, hein. En fait, si vous voulez pas vous faire chier à perdre des mois et des mois avec quelqu'un qui est pas compétent, ou alors qui vous correspond pas, qui matche pas votre vibe, perdre beaucoup d'argent pour au final devoir repasser derrière, etc. Faites un process dès le début, même pour votre premier recrutement. Vous avez X candidatures, vous leur faites passer un test, vous sélectionnez vos préférés, vous leur faites passer un entretien et vous gardez celui que vous préférez. Et comme ça, vous évitez le maximum d'erreurs. Et enfin, dernière étape, la plus importante, c'est comment bien manager. Parce que t'as beau savoir déléguer, t'as beau recruter les bonnes personnes, les talents les plus compétents, les plus grosses pépites de cette terre, si t'as un mauvais manager, ton équipe, elle va rester pourrie. C'est la compétence qui est trop sous-cotée, dont les gens manquent cruellement et qui pourtant est indispensable. Et en fait, il y a des gens qui sont naturellement des meilleurs managers que d'autres. Je pense, sans du tout vouloir me lancer des fleurs, que je suis une bonne manageuse de manière un peu naturelle, mais c'est une compétence qui s'apprend. Mon père, il est coach en cohésion d'équipe en gros, et c'est son travail principal, et en fait tu te rends compte que c'est des choses qui s'apprennent. Soit tu l'es naturellement parce que tu as une très bonne empathie, une très bonne intelligence émotionnelle, relationnelle, ce qui est mon cas et ce qui est souvent le cas des femmes. En fait, j'ai pas envie de faire un comparatif homme-femme, mais souvent les femmes ont plus d'appétence à la connexion émotionnelle, à comprendre l'autre, là où les mecs sont un peu plus focus sur les chiffres, les datas. Je catégorise beaucoup, mais en tout cas c'est ce que j'ai observé dans ma course de carrière. Mais en tout cas c'est un truc qui s'apprend, qui se développe, et encore une fois t'as beau avoir les plus grands talents du monde, si tu sais pas les manager, ils vont rester petits en fait. Genre si tu veux que ton équipe elle grandisse, c'est à toi en tant que leader, en tant que manager, de pousser les gens à grandir. Et du coup, je t'ai noté quelques indispensables qui, à mon sens, sont primordiales si tu veux que ton équipe grandisse avec toi. Premièrement, bien les former au début. C'est tout con. Si t'as pas le temps, est-ce que tu peux prendre quelqu'un pour le faire à ta place? Si t'as personne pour t'aider, tu prends le temps qu'il faut pour bien former une personne, pour la suivre de A à Z, pour lui montrer les process. Et d'ailleurs, petit conseil d'amis, écris des process. Genre, quand tu fais une tâche répétitive, écris-la. Comme ça, tu peux la déléguer facilement. Mais en gros, ouais, bien les former, bien les suivre au début. Et quitte à ce que ça double ta charge de travail, en fait, prends le temps de le faire parce que ça va faire toute la différence. Pareil, ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il faut que tu développes ton intelligence sociale absolument si tu veux être un ou une bonne manageuse. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Déjà, il faut que tu complimentes beaucoup, je pense, ton équipe. Il y a beaucoup de gens dont la nature, l'automatisme, c'est de partir du principe que c'est normal quand c'est bien fait, et par contre, de faire des critiques ou de faire des reproches quand c'est mal fait. Il y a d'autres personnes pour qui c'est l'inverse, qui osent pas faire des reproches, qui osent pas dire les choses. Ça a été mon cas plus au début, et ça aussi c'est un truc à travailler. En fait, je pense qu'il faut être capable autant de faire un max de compliments que de pointer du doigt ce qui va pas et ce qui peut être amélioré. Encore une fois, en fait, je pense que tout peut être dit et tout doit être dit avec honnêteté, mais toujours avec des formes. Moi, je passe énormément de temps à remercier les gens avec qui je travaille. Je leur dis énormément à quel point je suis reconnaissante. Sans eux, j'arriverais pas à faire ça. C'est grâce à eux que ça est fait. Bravo pour ce travail-là, c'est génial. C'est incroyable ce que t'as fait là. Vous m'impressionnez, vous êtes trop fort. Merci encore infiniment. Je suis hyper reconnaissante. Enfin, je dis beaucoup ça parce que je le pense, et il y en a plein qui le pensent et qui le disent pas. Mais les gens en face de vous, ils ont besoin d'entendre ça. Ceux qui ont déjà été salariés, parfois le fait de manquer de reconnaissance, ça crée une petite, pas de la haine, tu vois, mais une petite frustration. Et on n'a pas envie que dans notre équipe, il y ait de la frustration comme ça. Donc, une façon toute simple de la régler, c'est de faire des compliments, de dire merci, de dire c'est incroyable ce que tu as fait, bravo pour ton travail, félicitations, c'est génial. Et en fait, quand tu fais beaucoup de compliments, tu peux te permettre aussi de pointer du doigt ce qui peut être amélioré. Mais encore une fois, tout est dans la façon de le dire. Tu vas pas dire à quelqu'un c'est de la merde ce que tu fais, ou c'est nul, ou t'as rien compris, ou c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Non, tu vas essayer de lui dire, écoute, merci d'avoir essayé, moi je voyais plus les choses comme ça, j'aurais préféré que ce soit fait comme ça, j'avais ces attentes là, j'aurais aimé que ce soit plutôt ça, j'avais ça en tête. Et en fait, quand tu dis ça à quelqu'un, alors que tu passes la plupart du temps à le complimenter, à le féliciter, et que de temps en temps tu lui dis, écoute, je voyais pas ça comme ça, j'aurais imaginé plus ça comme ça, je préférerais ça comme ça. En fait, la personne en face ne va pas se brusquer. Au contraire, elle va se dire, putain, ok, j'avoue, j'aurais pu faire comme si, c'est pas grave, je vais m'améliorer, je ferai mieux la prochaine fois. Parce qu'encore une fois, t'as fait ce travail au préalable de beaucoup les remercier, de beaucoup les féliciter. Ensuite, il y a un truc qui peut être un petit peu controversé, mais moi, je pense qu'il faut pas abuser de la posture hiérarchique du boss, genre du patron. Je pense que tout le monde a été traumatisé par ça en tant que salarié. Il y a beaucoup de gens qui supportent pas. Je dis pas qu'il faut pas avoir une posture, mais je veux dire qu'on peut avoir une posture sans avoir le besoin d'avoir de l'emprise et d'asseoir sa domination, en gros. Moi, ça, j'ai énormément de problèmes avec ça. Je pense que dans mon équipe, tout le monde me considère comme la boss. Pour autant, jamais
je vais avoir un comportement genre, tais-toi, fais ce que je te dis. Genre, je suis ta patronne, c'est moi qui te paye. Jamais de la vie. Mais genre, jamais. Je trouve ça archi toxique, détestable, horrible. Je détesterais qu'on me le fasse, donc je ne le fais jamais. Pour autant, tout le monde sait que, voilà, enfin, en fait, c'est induit que je suis la boss, entre guillemets, et que c'est moi qui te paye, et que, voilà, c'est induit, mais jamais je vais le remettre dans la tête. Et au contraire, je veux toujours avoir ce genre de relation, de collaboration. Je pense à la team marketing, parce que c'est de eux dont je suis le plus proche. Je les vois en call toutes les semaines. Bah, en fait, c'est toujours, vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez des optimisations? Vous avez pensé à quelque chose? Est-ce que vous allez dans le mauvais sens selon vous? Est-ce que c'est une mauvaise décision selon vous? Enfin, en fait, je les inclus dans le process et je leur montre qu'on est une équipe qui travaillons ensemble. C'est pas Margot la boss qui vous dit quoi faire, c'est on est une équipe et on travaille ensemble. Et autre point du coup qui rejoint un petit peu ça, c'est le fait de dire ce qu'il faut faire. Et ben moi je trouve que c'est pas forcément la meilleure posture pour que ton équipe elle grandisse. Alors évidemment qu'il faut qu'ils aient des règles, des objectifs, des tâches, des actions à faire. Mais moi j'ai toujours été dans une dynamique de voilà les objectifs, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, bah fais-le un peu à ta sauce. Genre en gros, prends des initiatives, propose des choses. Et j'ai jamais cherché à leur donner un cadre, tu vois. Je sais pas combien d'heures ils travaillent, je sais pas à quelle heure ils travaillent, je sais pas comment ils s'organisent, comment ils gèrent leurs trucs. Juste à la fin, je veux qu'ils me proposent le meilleur de ce qu'ils pourraient me proposer. Et en fait, je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on peut être très contre le fric et se dire, bah non, moi je l'ai fait d'une certaine manière. Donc ça veut dire que c'est cette manière-là qui marche. Et donc j'impose cette façon-là aux gens avec qui je travaille. Et en fait, j'ai fait cette erreur aussi pendant très longtemps, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, bah, parfois, et même souvent, les gens qui travaillent avec toi, dans leur domaine, ils sont meilleurs que toi. Et donc, ils ont une meilleure vision, ils ont un meilleur angle de vue. Ils savent mieux que toi. Et donc, en fait, leur laisser beaucoup de liberté, de prendre des initiatives, de proposer des choses, de me dire si jamais ils sont pas d'accord avec moi. Et ben, ça crée un climat où non seulement on collabore et je suis pas ta boss, mais en plus, tu te sens écouté et t'as envie de te donner et de faire mieux parce que tu te sens libre et tu te sens valorisé. Personne n'a envie de créer la relation qu'un manager classique d'une entreprise, d'un grand groupe a avec un salarié. C'est pas ce qu'on a envie, je pense, les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de notre génération ont pas envie de reproduire ce schéma-là. Et donc, en fait, je pense que la meilleure chose à faire, en tout cas moi, ce que je fais dans mon équipe, c'est voilà les objectifs, voilà ce que je veux atteindre, on fait quoi maintenant? Qui a une idée? Qui fait quoi? Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu envisages ça? Et de laisser du libre arbitre et de pas être dans le contrôle et de laisser les idées venir. Après, attention, il y a plein de fois où genre moi j'ai quand même ma vision, j'ai un flair vu que c'est mon business et ça vous pourrez faire ce que vous voulez. Votre business, c'est votre business, c'est vous qui avez le flair, c'est vous qui avez l'intuition, c'est vous qui sentez aussi les choses. Donc je reste toujours dans la décision. S'il y a un truc que je sens pas, même si mon équipe elle me dit si on pense que c'est bon, je le fais pas. J'ai quand même le pouvoir décisionnaire entre guillemets, mais très souvent je les écoute. Et si jamais par contre je me dis oula, là je sens pas, bah je le fais pas. Mais voilà, en fait, j'essaie de laisser chacun s'épanouir et se révéler en fait. Je pense que le fait de laisser les gens prendre des initiatives, de laisser les idées à tout le monde, de valoriser, de mettre en avant, ça fait que les gens dans mon équipe, au fur et à mesure, ils se révèlent. Enfin là, je leur envoie des messages la semaine dernière en leur disant mais qu'est-ce qui vous arrive? Genre qu'est-ce que vous avez bouffé ces dernières semaines pour être aussi intelligent, aussi smart, avoir autant d'idées? Et en fait, c'est juste le fruit de 3 ans à les manager comme ça. Et en fait, moi, je travaille aussi avec les mêmes personnes depuis des années parce que justement, je pense sans vouloir me vanter que c'est cool de travailler avec moi. Parce que, encore une fois, je suis pas toxique, je suis pas contre le fric, je suis une meuf de 26 ans qui a envie de faire plein d'argent et qui a envie de le faire dans une ambiance qui est cool et dans laquelle chacun s'épanouit. Autre chose, c'est aussi très important pour moi que chaque personne soit au bon endroit. C'est pour ça que je fais régulièrement des petits points en mode est-ce que tu aimes tes missions, est-ce que tu te sens bien, est-ce que c'est là où tu veux être, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais faire mieux. Pareil, autre chose, être ok avec le feedback. Genre si quelqu'un de mon équipe a envie de me dire quelque chose, il peut. La dernière fois, mon copywriter Lucien, il a envoyé un message à Méline pour lui dire bah écoute, je pense que ce serait mieux si on faisait les choses comme ci, comme ça, parce que là je me sens un peu comme ci, comme ça. Bah très bien. Alana qui nous a déjà dit aussi bah écoutez, en ce moment les filles, je me sens submergée, j'ai trop de trucs. Ok, bah très bien, comment est-ce qu'on peut envisager ça? Méline aussi qui me disait à un moment écoute, pendant les challenges, Margot, t'es un peu stressante, genre tu mets beaucoup la pression, t'es beaucoup sur nos côtes. Ok, bah comment est-ce que je peux modifier ça? Ma mère qui me disait bah Margot, je comprends pas trop enfin des fois je n'arrive pas à suivre ton business, je veux que tu me fasses des points plus régulièrement pour que je reste au courant. Ok, et en fait ils peuvent me dire les choses et nous on peut mettre en place des choses pour qu'ils se sentent mieux. C'est hyper important d'avoir aussi cette relation très ouverte où les gens peuvent te parler. Et en fait je pense que dernière chose, ce qui est important c'est d'avoir
des objectifs communs pour l'entreprise. Ce soit pas juste toi tes objectifs. Moi, tout le monde connaît mes objectifs. Tout le monde sait ce que je veux atteindre à chaque événement. Tout le monde y va de son maximum pour atteindre des objectifs. Il y a aussi des rétributions financières si l'objectif est atteint. Autre chose que j'ai pas dit, c'est important de bien payer les gens pour qu'ils se sentent bien. Moi, je pense que je paye au-dessus du marché pour plein de gens. Surtout les gens qui travaillent avec moi depuis longtemps. Et donc, c'est important pour qu'ils se sentent valorisés. Mais aussi, un truc, c'est les objectifs sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour les atteindre? Et surtout, comment est-ce qu'on optimise? Et ça, et jusqu'à il y a très récemment, j'avais beaucoup la charge de l'optimisation. Mon équipe faisait les choses et c'était moi qui réfléchissais, ok, il faut améliorer ci, il faut améliorer ça. Et en fait, j'ai réussi à lâcher ça aussi en leur disant, ok, d'un mois à l'autre, vous me proposez des stratégies d'amélioration par rapport au mois suivant. Et du coup, chaque mois, on arrive en call. Un tel me dit, il faudrait qu'on fasse ci, ça, ça. Ok, pour les ads, il faut tester ci. Pour les mails, il faut faire ça. Pour la technique, il faut faire ci, ça, ça. Et chacun a ses optimisations. Et du coup, d'un mois à l'autre, c'est eux qui sont dans une démarche de, ok, qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Et du coup, c'est gratifiant pour eux. Parce que je suis pas en train de leur dire, fais ci, fais ça. Mais genre, justement, fais-le à ta sauce. Et surtout, dis-moi comment est-ce que tu peux le faire encore mieux et encore mieux. Et du coup, ils se voient progresser, ils voient que tout le monde progresse, ils voient qu'on se rapproche des objectifs et tout le monde est content. Et du coup, ce qui est important, et je finirai là-dessus, c'est que c'est plus tes objectifs, c'est les objectifs de ta boîte. Et ça fait toute la différence en fait. Quand c'est tes objectifs, c'est perso, c'est toi vs toi. Quand c'est avec ton équipe, c'est ok les gars, on va atteindre ça, on va y arriver, let's go, on va tuer l'objectif, ok on en est là, on peut optimiser ça pour l'atteindre. Et quand on l'atteint, on le célèbre ensemble. Et idéalement, chacun a une petite rétribution financière. Bon, ça c'est comme vous voulez, mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses et c'est important je pense de célébrer tout ensemble. Donc voilà, c'était une longue vidéo, je vous ai tout montré, mon équipe, comment j'ai délégué, comment j'ai recruté, les erreurs qu'il faut pas reproduire, les trucs que je vous conseille, comment être le meilleur leader possible. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi j'ai trop kiffé faire la vidéo. Je vous le rappelle, pour les entrepreneurs qui stagnent justement à 3, 4, 5 000 euros, 10 000 euros par mois et qui veulent justement passer cette étape de créer une équipe, de structurer, d'avoir un vrai business qui tourne sans lui, de vraiment passer au niveau supérieur et de dépasser un certain stade de chiffre d'affaires, tu peux candidater au programme que je lancerai fin janvier, qui va ouvrir les portes de mon équipe et qui va te permettre de scaler à 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois, ou plus même si tu le souhaites. Donc je te laisse candidater. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo, j'espère que tu as adoré. Dans la prochaine, nous allons parler de mon logiciel IA que j'ai créé. Je vais t'expliquer comment j'en suis arrivée là, comment ça s'est passé, les étapes par lesquelles je suis passée, à quoi il sert, ma stratégie, comment est-ce que je vais faire pour le revendre 5 millions d'euros l'année prochaine. Je t'expliquerai tout dans la vidéo de la semaine pro, donc abonne-toi. Et sur ce, je te laisse. Je te fais des bisous.